Bonjour à tous. Est-ce que arrêter d'apprendre, c'est mourir à petit feu? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui et c'est avec cette approche un petit peu flamboyante qu'on va essayer de creuser quelques sujets autour de la motivation à apprendre, un concept que j'aborderai très rapidement qui est le concept d'apprenance, le fait de pouvoir apprendre tout au long de la vie. Avant de démarrer sur les quelques concepts que je vais aborder liés à la motivation et la motivation à apprendre chez les adultes en particulier, j'aimerais vous entretenir sur les 2-3 points qui m'ont amené à faire cette vidéo et à me questionner sur ces sujets. Pour ma part, ça fait longtemps que je me pose la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, j'aurais plus envie d'apprendre? Est-ce qu'à un moment donné, je vais me retrouver à la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, à me dire, là c'est bon, j'en ai vu assez, j'ai appris assez, j'ai fait suffisamment de projets dans ma vie, et c'est bon, je sais me contenter. Et c'est vrai qu'avec les philosophies qu'on voit aujourd'hui il faut savoir se satisfaire, se contenter de ce qu'on a, c'est assez difficile puisque j'y adhère d'une part, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui me dit, vas-y, continue à faire des projets, à te fixer des buts, à essayer de progresser, de t'améliorer et de continuer à apprendre. Et pour ces raisons, je me dis, est-ce qu'il y a un moment donné où la balance, elle va basculer d'un côté ou de l'autre? Et moi, j'espère pas. C'est un franc espoir que j'ai que d'arriver à continuer à persévérer dans des efforts pour apprendre, pour continuer à ouvrir mon esprit, à interagir avec les différentes générations, qu'elles soient jeunes ou âgées. Et j'espère que dans mes plus vieilles années, j'aurai encore la force, le courage, la force et le courage de continuer à faire ces choses-là. C'est de cette réflexion qu'est né mon désir d'en savoir un peu plus sur les mécanismes de la motivation ou de la démotivation. Comment on fait pour instaurer une discipline, pour instaurer de l'autorégulation qui fait qu'on arrive à maintenir et à persister dans l'effort. Tout ça, c'est ce qui est un peu dans la partie se transformer d'Aster, qui est sur comment on fait pour maintenir des efforts et se transformer petit à petit sur le long terme. Donc ici, je ne vous donnerai pas toutes les réponses parce que je ne les ai pas encore et je suis moi-même en train de travailler à cet exercice d'autodiscipline, de maintien dans le temps de certaines routines, de certaines habitudes, et ce n'est pas quelque chose de facile. À titre d'exemple, j'ai souvent des choses qui me sortent de ces motivations-là. Ça peut être, moi, c'est beaucoup de la bouffe, c'est beaucoup de la nourriture. Dès que j'ai de la nourriture dans mon champ visuel, la motivation peut descendre très vite pour tout ce qui est apprentissage, formation ou acquisition de savoir et de connaissances. Pour vous, ça peut être la console de jeu, ça peut être le téléphone, ça peut être tout ce que vous voulez qui vous attire l'œil et qui fait que, hop, vous sortez de ça. En tout cas, moi, il y a quelques leviers de la démotivation et j'essaie d'apprendre à les connaître, à mieux les maîtriser et à mieux les écarter pour que je puisse continuer dans les choses qui me font plaisir et en ce qui me concerne, l'apprentissage est une source de plaisir. Bon, maintenant qu'on a introduit ces deux petites questions qui peuvent nous tarauder l'esprit à un moment ou un autre de notre vie, je vais vous aborder 2-3 concepts qui sont tirés du livre L'Apprenance de Philippe Carré. C'est un ouvrage, j'ai commencé à le lire et il me stimule, il me motive beaucoup. Je vous ferai quelques notes de lecture quand j'en aurai le temps. J'essaierai d'extraire les petits morceaux que je trouve pertinents et intéressants et vous en délivrer la substantifique moelle, donc comme je le fais habituellement. Alors concernant les 2-3 choses que je vais aborder, ça parlera autour de ce qui est nommé dans le livre comme la participation éducative des adultes, c'est-à-dire leur taux d'implication dans des formations, dans des apprentissages. Souvent dans les études scientifiques, ils se basent sur le taux de participation aux formations, puisqu'en gros souvent c'est des questionnaires auto-rapportés, ça veut dire des questionnaires où j'indique oui j'ai fait telle formation, j'ai fait tel atelier, ou ça m'a plu pour telle raison, ça m'a pas plu pour telle raison. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la psychologie du travail, la psychologie de l'apprentissage. Et souvent, c'est ce genre de questions, ce genre de tests qui sont faits. Et dans ce cadre de la participation éducative des adultes, ils sont allés chercher, plusieurs chercheurs, plusieurs auteurs, les différents facteurs qui pouvaient soit nous motiver ou soit nous démotiver. C'est-à-dire ceux qui pouvaient être des incitateurs, des motifs qui nous poussent à aller en formation, soit d'autres qui pouvaient être des obstacles, des freins à l'entrée dans une formation, à la participation à une formation. En guise d'introduction, il montre que l'accès aux formations, il est déjà très divers suivant les catégories socio-professionnelles, suivant l'âge, suivant la situation de vie. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui vont être des petits critères sur lesquels on va pouvoir savoir si les gens ils ont des chances ou pas d'aller participer à des formations.
Ça, c'est le genre de test que font les chercheurs quand ils essaient d'étudier, tiens, est-ce qu'il y a un facteur qui joue sur notre participation aux formations. Mais là, ça, c'est sur les formations en tant que telles, et donc on peut très bien continuer d'apprendre dans des cadres beaucoup moins formels. Donc vous savez, il y a tout un continuum entre les apprentissages qui seraient formels d'un côté, avec un éducateur, un enseignant, un formateur qui a préparé du contenu, qui a préparé des dispositifs pour favoriser l'apprentissage, jusqu'aux apprentissages beaucoup plus informels qui sont, on parle avec des gens, on interagit dans des contextes variés qui ne sont pas des contextes d'apprentissage au sens où on n'est pas venu pour apprendre, ce n'est pas la raison première qui nous a fait venir, pour autant via des témoignages, via l'apprentissage par observation, via les modèles qu'on a autour de nous, les parents, les éducateurs ou autres, les contre-modèles qu'on a autour de nous aussi, on peut avoir tout plein d'apprentissages qui seront mis dans la case plutôt informelle, quand les autres apprentissages, ceux à l'école, ceux en formation continue, seront un peu plus dans la catégorie apprentissage formel. Une autre distinction que j'aimerais bien vous transmettre, c'est la question de l'apprentissage, est-ce qu'il est en profondeur ou en largeur. J'aime bien le dire comme ça, en largeur ou en profondeur. Celui que je mets derrière l'apprentissage en largeur, c'est l'autodidacte qui picore à droite à gauche. Pour vous donner mon exemple perso, moi je regarde des vidéos d'exobiologie, donc de la biologie, de comment apparaît la vie, des choses sur la physique, sur la linguistique, sur la finance. Toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément des choses vers lesquelles je vais aller professionnellement parlant. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est relatif aux apprentissages en profondeur. Souvent, ceux-là, c'est ceux qu'on a étudiés, pour lesquels on a eu un diplôme, pour lesquels on est formé dans le cadre de notre travail. Pour moi, c'est clairement tout ce qui est relatif aux sciences de l'éducation, à la psychologie du travail, à la psychologie de l'éducation, la psychologie chez les adultes, et aux sciences cognitives, qui est un fort intérêt pour moi et que j'utilise dans mes activités professionnelles. Et le deuxième, qui n'est pas forcément lié, mais pour lequel j'ai aussi eu une grosse formation, c'est tout ce qui est relatif aux sciences de l'ingénieur, notamment l'électronique et l'algorithmique, parce que ce sont des sujets que j'ai étudiés en fait, puisque j'étais pendant 6 ans dans une école d'ingénieurs à Toulouse. Et ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'avais mis un acte de formation dans un apprentissage en profondeur, vraiment. Ce qui pour moi fait la différence entre l'apprentissage en largeur et l'apprentissage en profondeur, c'est dans quelle mesure on va le réutiliser par la suite. Est-ce que c'est juste pour étaler sa culture dans des contextes sociaux où on a juste envie de se la raconter? Est-ce que c'est pour le remettre en forme sous une activité associative ou une activité qui est un 30% de nos activités? Par exemple ici, ça pourrait être moi qui vous fais ces vidéos ou qui travaille à côté sur des questions relatives à mes intérêts politiques du moment. Ça, c'est tout à fait valable et on réinvestit un petit peu. Ou alors, on le réinvestit dans le champ de notre carrière, de notre profession. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va subvenir à nos besoins, qui va nous permettre d'avoir un salaire. Donc, toutes ces choses-là, là, ça devient de l'ordre du vital, de l'ordre du nécessaire. Et tous ces apprentissages, l'idée ici, ça va être de se demander qu'est-ce qui nous pousse à aller vers ces apprentissages ou qu'est-ce qui nous freine. Une première classification que je vais vous présenter qui est assez intéressante, c'est un auteur qui s'appelle Houle. Et alors lui, il dit qu'il y a 3 orientations possibles. Soit c'est une orientation vers un but externe, je veux augmenter ma communication, je veux être meilleur dans ceci ou cela. C'est une augmentation vers la connaissance, j'adore apprendre, je suis content. Ou c'est une orientation vers la formation en soi. J'aime bien le cadre, j'aime bien aller apprendre, me dire que je suis dans un cadre pour apprendre. Donc voilà. Donc celles-ci, elles sont un peu insatisfaisantes parce que ça ne nous dit pas grand-chose de ce que c'est, mais c'est les débuts de ce qui a pu se faire et on va aller creuser un peu plus en profondeur. D'autres auteurs, ici c'est le cas de Merriam et Caffarella, il s'appelle, c'était dans une étude de 1999, je vous mettrai les sources de toute façon dans la description. Cela étant dit, on va aborder 7 motifs qui nous incitent, qui nous poussent à aller en formation, à participer à des actions de formation, et 6 obstacles qui sont des freins, des obstacles à notre participation active, à notre propre éducation, à notre formation. Alors pour les motifs incitatifs à la participation, pour les motifs qui nous incitent à participer aux formations, il y en a plusieurs et ils sont plus ou moins enchevêtrés les uns dans les autres. J'essaierai de vous montrer en quoi ils sont enchevêtrés, en quoi ils sont liés et aussi de les exemplifier pour que ça donne des cas concrets. Le premier, c'est tout ce qui concerne les relations sociales. Quand on va en formation, ça peut être pour rencontrer du monde, pour agrandir son réseau social professionnel, rencontrer de nouvelles personnes, passer un bon moment aussi. C'est lié à tout ce qui est relations sociales.
Donc ça, c'est le premier facteur. Je vais aller sur les 3 autres qui suivent, qui sont un peu liés et qui sont dans le champ du développement des compétences. Il y en a, ils ont mis en évidence que certains allaient en formation pour améliorer leur communication. C'est un bon espace pour monter en compétences sur la communication. Il y en a d'autres, c'est pour ce qu'ils ont mis derrière le terme préparation académique. Donc préparation académique, c'est je veux un diplôme, je veux une preuve sociale de oui, j'ai bien fait un travail, c'est reconnu par une institution, c'est reconnu par un diplôme. Et ça va m'aider, par exemple, à entrer sur le marché du travail. Et ça rejoint le troisième facteur qui est dans ce groupe-là de développement des compétences pour améliorer sa vie, entre guillemets, qui est celui de la progression professionnelle. Donc on peut entrer en formation, évidemment, pour une évolution de carrière, une promotion. Ça, c'est des choses classiques que vous connaissez sûrement très bien. Et les 3 autres que je vais citer, ce sera ceux qui sont un peu liés peut-être plus à des champs un peu personnels. Le premier est lié aux questions familiales. Imaginons, je veux offrir un meilleur cadre de vie pour mon enfant. Ça peut être quelque chose qui va me pousser à l'action. Par exemple, je veux mieux comprendre ou mieux interagir avec des proches ou des connaissances. Ça peut être aussi quelque chose qui va me pousser à me former, à apprendre. Dans ce même champ, lié peut-être à tout ce qui est curiosité, rapport au savoir, il y a tout ce qui est relatif à l'échappement et la distraction et tout ce qui est relatif à l'intérêt cognitif. Donc pour l'échappement, la distraction, ça peut être je vais aller me former, je vais aller regarder des vidéos, des e-learning, des MOOC, parce que ça me plaît de réorienter mon attention sur des choses qui ne sont pas la productivité, la répétitivité de mon boulot, des choses de ce type-là. Ou l'intérêt cognitif en mode ok, ça m'intéresse en soi, c'est-à-dire que même si je n'étais pas payé, si j'avais aucun bénéfice à faire ça, j'irais quand même le voir. Alors sur ça, bon, on peut mettre une réserve que faire une action pour laquelle on n'a aucun bénéfice, moi personnellement, c'est quelque chose où je n'y crois pas trop. C'est un point de vue personnel là que je livre, mais voilà, j'ai un peu de mal à me dire qu'on peut faire des actions sans un intérêt quelconque, c'est-à-dire sans retirer un bénéfice de cette action. Mais enfin, je sais que moi, ça m'arrive aussi d'aller apprendre et des fois je me dis, qu'est-ce que j'en retire de ça? Moi, j'en retire 2 choses souvent, c'est de augmenter mon champ conceptuel et donc j'ai l'impression de grandir, de m'étendre dans le champ des concepts et parfois aussi de gagner au niveau relationnel. Donc ça revient au premier point, gagner au niveau relationnel parce que je peux après raconter mes connaissances. Ça peut être, vous savez, avec les collègues, là on se met en avant, moi j'ai de la culture, moi j'ai de la connaissance. Ça peut être ça, ou juste avec les proches aussi pour leur donner des moyens d'action parce que en comprenant un peu plus le monde, j'ai des moyens d'action un peu plus poussés. Voilà, ça c'est pour tous les motifs qui peuvent nous inciter, nous pousser à aller dans une action de formation, à aller apprendre, que ce soit formel ou informel. Et maintenant, on va aller regarder un peu plus en détail la photo en négatif de ces incitations, de ces motifs qui nous poussent à passer à l'action de formation. Et on va aller voir les obstacles, les freins. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez faire de manière générale quand vous investiguez un sujet, c'est vous dire quels sont les avantages, les inconvénients, les motifs, les obstacles. C'est d'ailleurs des stratégies qui ont été mises sous des concepts comme vous connaissez peut-être le SWOT, par exemple, Strength, Weakness, Opportunities, Threatened. Je ne sais plus. Bon, mon anglais n'est pas top, mais l'idée c'est les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Donc ça, c'est un cadre de pensée qui est toujours intéressant, que vous connaissez si vous êtes dans l'entreprise. Ça arrive souvent qu'on le développe. Pour ce qui est des obstacles liés à la participation éducative des adultes, on en a un qui est cité, qui est celui du manque de confiance en soi. Des fois, on parle aussi de sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, ça serait un faible sentiment d'efficacité personnelle. Dans quelle mesure j'ai confiance dans ma capacité à faire des choses? Ici, ça serait dans ma capacité à apprendre et à acquérir des connaissances et des compétences. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la résignation apprise, de l'impuissance apprise. Des fois, on entend ce terme. C'est le côté j'abandonne avant même d'y aller. C'est les discours du type je suis nul, je suis un bon à rien. Tous ces discours d'auto-dénigrement qui font qu'on ne passe pas à l'action, ici l'action de se former, d'apprendre à nouveau et de continuer à progresser en tant qu'être humain. Le deuxième, c'est tout ce qui est relatif à des formations qui seraient inadaptées à mon profil, inadaptées à mon besoin. Donc ça met quand même en évidence une chose, c'est que si on dit que les formations qui nous sont proposées dans le cadre professionnel par exemple, ou ailleurs, sont inadaptées à notre profil, ça met peut-être en évidence aussi une forme de passivité, une absence de proactivité pour aller chercher les formations qui seraient adaptées à notre profil. Et ça, c'est aussi peut-être une des réserves au niveau de l'attitude, dans quelle mesure on est proactif, on est porté vers le savoir. Et ça, c'est un des autres chapitres qui est intéressant dans le bouquin, qui est sur le rapport au savoir, dans quelle mesure
on est attiré ou rebuté par le savoir et par les connaissances et les compétences. Parmi les autres facteurs, je vais en regrouper 3 autour des mêmes thématiques. Ces 3-là, ce sera le caractère non prioritaire de la formation, le coût ou la contrainte de temps. On peut dire que les 3, ils sont un peu reliés. Moi, j'aime bien les mettre tous derrière le caractère non prioritaire parce que dire que quelque chose n'est pas prioritaire, ça veut dire qu'on ne va pas y allouer les ressources en temps ou les ressources en argent. Et alors, des fois, c'est vrai qu'on ne les a pas, mais très souvent, c'est quand même une question de choix. Alors, il y a bien sûr un minimum au-delà duquel juste le premier choix, c'est de survivre et c'est déjà super. Mais il y a tout plein de paliers supplémentaires où on est dans la question de l'arbitrage et du choix. Et dans ce cas-là, ce qui sera le frein, ce sera quelles sont mes priorités dans la vie. Si j'ai un rapport au savoir très lointain, que le fait d'apprendre pour moi, ça n'est pas important, dans ce cas-là, c'est très normal que je n'aille pas participer à mon auto-éducation, que je n'aille pas participer à des formations, à m'éduquer parce que je n'y vois pas l'intérêt. Et le dernier facteur concernant les obstacles à la participation aux formations, c'est tout ce qui est relatif aux problèmes personnels. Donc moi, je le mets derrière une intégrité physique ou mentale dégradée. Je suis malade, j'ai un os qui est cassé, je ne sais pas, je me suis infecté, j'ai eu un problème mental, donc j'ai une dépression, j'ai des troubles, quels qu'ils soient. Juste, j'ai un moment passager où je ne suis pas bien, je suis en deuil parce qu'un de mes proches est mort récemment. Toutes ces choses qui sont de l'ordre des problèmes personnels, des problèmes qui sont familiaux ou autres, et qui vont faire que là, je ne peux pas m'engager dans une action de formation parce que c'est vraiment pas le moment, quoi. Ça peut être ça. Et ça rejoint le caractère non prioritaire parce que là, encore une fois, la priorité numéro 1, c'est de survivre. Voilà, je vais finir sur ces considérations. Je vous invite à aller lire les différentes sources que j'ai mis dans la description parce qu'elles sont hyper intéressantes et je vous referai du contenu dessus parce que vraiment, c'est très riche et moi, ça me passionne. Je vous laisse sur ces interrogations autour de est-ce que vous aussi, vous pensez que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, si vous aimez apprendre, et je pense que c'est le cas si vous êtes sur cette vidéo, si vous aimez apprendre, est-ce que vous pensez que cette propension à aller apprendre de vous-même, est-ce qu'elle restera ou est-ce que ça va se flétrir? Est-ce que vous allez aussi avoir une forme de dégénérescence motivationnelle, une forme de, moi j'aime bien dire, de sclérose de la pensée? Moi, c'est quelque chose qui, à la fois, me passionne et m'inquiète et je serais curieux d'avoir vos avis à vous de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Toujours pareil, on like, on s'abonne si les contenus vous plaisent. Moi, ça me fait plaisir d'avoir ces petites gratifications, ces petites récompenses. C'est aussi un objet de ma motivation sur cette activité qui est l'activité production de vidéos et vulgarisation de concepts un peu scientifiques. Au passage, j'en profite pour faire un peu de pub pour ce que je fais un peu à côté de ça, qui est les articles LinkedIn que je publie. N'hésitez pas à aller voir mon profil, la page qui s'appelle Aster David Laïl, c'est mon nom. Ça complète assez bien ce que je suis en train de faire là. C'est sur un versant un peu similaire et parfois un peu différent. Là, en ce moment, je parle de tout ce qui est relatif à la notation, l'évaluation, et donc j'entre dans les concepts de manière assez poussée. C'est un format écrit qui peut être aussi intéressant, parce qu'avec les vidéos, des fois, on ne retient pas bien. Le format écrit permet de poser sa pensée. Donc je vous invite à aller voir. Le lien vers mon profil et vers la page Aster est disponible en description. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!